Après 2 épisodes spéciaux centrés sur les coachs et sur les minots héroïques qui ont fait match nul au parc, on reprend aujourd'hui les épisodes habituels de Que sont-ils devenus avec le 9ème de la série où on va revenir sur 14 joueurs qui ont porté le maillot de l'OM à différentes époques pour s'intéresser à la suite de leur carrière et éventuellement à leur reconversion. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parlera notamment de Chris Waddle, Rolando, Aaron Leia-Iseka, Grégory Sertic et Mauricio Isla comme vous pouvez le voir à la miniature, mais aussi d'autres joueurs comme Krupo Viessa, Koji Nakata, Ahmed Yayaoui et Peggy Louindoula. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner des noms de joueurs dont vous aimeriez que je parle dans les prochains épisodes, j'essaie d'en tenir compte un maximum et surtout je remercie tous ceux qui m'ont donné des suggestions dans les épisodes précédents. On commence directement par un focus sur Juan Angel Krupo Viessa qui est considéré comme l'un des plus gros flops de l'histoire de l'OM. Alors pour situer, on parlait quand même d'un des meilleurs latéraux gauche d'Argentine avec de très bonnes prestations à l'Estudiantes puis à Boca où il était titulaire indiscutable et grand artisan des titres remportés, avant qu'une rupture du ligament croisé ne lui fasse définitivement perdre sa place. C'est dans ce contexte qu'il est prêté pour 6 mois au mercato d'hiver 2008 alors qu'au départ ça parlait plutôt d'un transfert définitif. Quand on voit la tournure que ça a pris, on se rend compte que c'était la bonne décision de pas l'acheter directement. Je me souviens qu'il a été expulsé pour son premier match contre Rennes avec un tacle hyper dangereux sur Pagis et pour le reste des prestations très décevantes sur les 8 matchs qu'il a eu l'occasion de jouer. Logiquement l'OM n'a pas levé l'option d'achat et Krupo Viessa a fait son retour à Boca où il a joué une trentaine de matchs sans réussir à s'imposer à nouveau. Il tente de rebondir à l'Arsenal Sarandi mais n'y restera qu'une saison avant de faire une dernière pige à Chacarita Junior sans succès et de prendre sa retraite à la fin de la saison 2011-2012. Il s'est reconverti comme entraîneur adjoint à partir de 2020, avec l'équipe B de Boca dans un premier temps, puis avec l'équipe première. Ensuite, il a été l'adjoint de Battaglia à Huracan le temps d'un mois, avant de trouver un nouveau poste il y a quelques jours en rejoignant à nouveau Battaglia, cette fois à San Miguel. Plus récemment, certains se rappellent sans doute de Daouda Gueye qui avait rejoint l'OM pour jouer avec la réserve à l'été 2021, un buteur sénégalais qui a beaucoup d'expérience en N2 et qui avait un petit peu joué en Ligue 2 et en National. Un choix payant de la direction parce qu'il a marqué 12 buts lors de sa saison à l'OM avant de partir à Créteil l'été suivant. Un passage plutôt intéressant en marquant 14 buts en 2 saisons, même si la deuxième a été moins réussie. Il s'est retrouvé libre l'été dernier mais Angoulême lui a tendu la main pour profiter de son expérience en N2. Il n'est pas titulaire indiscutable à l'heure actuelle mais statistiquement c'est pas trop mal avec 3 buts en 8 matchs et un rôle important dans le parcours d'Angoulême jusqu'au 4ème tour de Coupe de France et une défaite contre Clermont. Peggy Louindoula fait lui partie des visages bien connus de la Ligue 1, international français pendant une courte période qui est notamment passé par Strasbourg, Lyon, Marseille, Auxerre et Paris, même si sa meilleure période restera son passage à Lyon avec 3 titres de champion de France. Sa saison marseillaise a été très mitigée malgré les 10 buts marqués, il en fallait beaucoup plus pour faire oublier Drogba qu'il était venu remplacer. Il a ensuite enchaîné de prêts, d'abord à Auxerre avec 10 buts au compteur mais une option d'achat qui n'a finalement pas été levée, puis un prêt à Levante sans marquer le moindre but. Il résilie son contrat avec Marseille et signe à Paris à l'hiver 2007, en dehors d'une bonne saison 2008-2009 avec 13 buts marqués et un retour en équipe de France le temps de 2 matchs. Son passage à Paris reste contrasté avec une mise à l'écart en 2012, puis une courte réintégration par Ancelotti. Il termine sa carrière aux New York Red Bulls en rejoignant notamment Thierry Henry, Tim Cahill ou encore Juninho en jouant comme milieu relayeur. Il prend sa retraite en 2015 avant d'occuper le rôle de conseiller du président à Dijon pendant une saison, puis le poste de directeur sportif le temps de quelques mois. Aux dernières nouvelles, il a tenté d'acheter l'US Orléans mais ça a capoté, et cet été son nom était associé au rachat du Red Star mais pas d'autres nouvelles depuis. Passé par l'OM en jeune avant de partir à Grenade à 18 ans, Abdeljalil Medioub a du mal à véritablement lancer sa carrière professionnelle. Il a joué une saison au Dynamo Tbilissi en Géorgie, à Bordeaux sans parvenir à s'imposer, un prêt à Tondela qui lui a permis d'honorer sa première et unique sélection avec l'Algérie avant d'enchaîner les piges, une saison à l'Aris Limassol à Chypre, une saison à l'USNK en Algérie où il n'a joué que 2 matchs, puis une participation à la Kings League qui aurait pu lui ouvrir les portes du club africain en Tunisie. Visiblement ça s'est pas fait mais d'après Transfermarkt il a récemment signé au Koweït, plus précisément à Al Jarrah où il est sous contrat jusqu'en juin prochain. Ceux qui suivaient déjà l'OM en 99 se souviennent certainement du Brésilien Edson da Silva qui n'est resté qu'une saison et dont le passage a été marqué par une frappe absolument incroyable contre Nancy, mais c'est à peu près tout. La suite de sa carrière sera principalement faite de courts passages, Corinthians, Mineiro et le Sporting. En dehors de ça, il a réussi à s'imposer à l'União Leiria pendant 3 saisons et au Legia Varsovie avant de finir sa carrière au Brésil, en passant notamment par Capibaribe, par le Santa Cruz FC, puis à Limoeirens.
Depuis, il s'est reconverti comme coach au Brésil, Náutico, River, Anápolis, Veracruz, Jatayense, mais surtout Ipora qu'il a entraîné à plusieurs reprises, même s'il est sans club depuis le début de l'année 2024. Comme vous le savez, dans les épisodes de Que sont-ils devenus, j'aime bien revenir sur les jeunes qui sont passés au club pour voir de quoi leur avenir a été fait. Ahmed Yayaoui est sans doute l'un de ceux dont on se souvient le mieux et qui a laissé le plus de regrets. Il était de la même génération que son ami Samir Nasri et était lui aussi promis à un avenir radieux, avec notamment un intérêt très poussé du Chelsea de José Mourinho. Il était notamment international U17 avec l'équipe de France et vainqueur de l'Euro en 2004 aux côtés de Ben Arfa, Benzema, Nasri et Menez. À l'OM, il a joué 5 matchs en pro avant d'être libéré de son contrat et de signer à Istres. À partir de là, il n'a pas réussi à se stabiliser dans un club et à enchaîner les piges. Sion, Cannes, la GS Consola, Sedan, Oran, Alger et une dernière tentative à Martigues lors de la saison 2014-2015. Dans un entretien pour Instant de Football, il expliquait son échec par un mauvais caractère et par un encadrement beaucoup trop laxiste à l'OM. Il donnait aussi de ses nouvelles dans cet entretien de 2020 où il explique qu'il passait sa licence d'agent et qu'il vivait actuellement à Dubaï. Depuis, je n'ai pas trouvé de nouvelles plus récentes, mais sa reconversion semble être toute trouvée. Plus récemment, Mauricio Isla était l'une des rares satisfactions du mercato de la triste saison 2015-2016. J'étais d'ailleurs très déçu de ne pas le voir rester, mais la situation économique était bien trop compliquée pour l'envisager. Par la suite, il a fait une saison comme titulaire à Cagliari, 3 saisons à Fenerbahçe, 2 ans à Flamengo, avant de revenir au Chili pour une saison à l'Universidad Católica, son club formateur, ensuite une saison pleine à l'Independiente en Argentine, et cet été un nouveau retour au pays à 36 ans, en s'engageant avec Colo-Colo jusqu'en juin 2025. A noter qu'il jouera d'ailleurs une finale aller-retour de Supercoupe du Chili fin janvier pour ajouter un nouveau titre à son palmarès. Les 2 déplacements rapprochés à Saint-Etienne nous ont rappelé la séquence de Koji Nakata qui rate totalement le ballon et qui restera tristement l'action la plus emblématique de son passage à Marseille. Recruté par Philippe Troussier qu'il a bien connu avec la sélection du Japon, il partira dans l'anonymat le plus total après seulement 15 matchs joués lors de la saison 2005-2006 comme arrière-gauche, alors que son poste de prédilection était celui de milieu de terrain. La suite de sa carrière sera plus positive avec 2 saisons pleines au FC Bâle et 3 trophées au compteur, 2 coupes de Suisse et un titre de champion. En 2008, il revient au Kashima Antlers, son club formateur, le temps de jouer plus de 160 matchs en 6 ans et de remporter 2 titres de champion, une coupe du Japon, 2 coupes de la Ligue et 2 supercoupes. Lui aussi a trouvé sa reconversion, il travaille comme club relation officer pour Kashima Antlers, le club de sa vie, un rôle qu'il occupe toujours aujourd'hui aux dernières nouvelles et qui lui permet de s'impliquer dans différents domaines liés au football, que ce soit aux côtés de l'équipe professionnelle mais aussi des jeunes. Parmi les jeunes formés au club qui n'ont pas eu la chance de se montrer en pro, on peut citer le gardien sénégalais Ibrahima Sy qui n'a joué qu'en équipe de jeunes. Depuis, il a fait un court passage à Lorient sans jouer en pro, 2 saisons à Vannes en N2, un passage avec la réserve de Lens avec seulement 5 matchs au compteur, quelques mois à Villingen en Allemagne avant de jouer 2 saisons en N3 avec le Poiré-sur-Vie. Libéré cet été, il a fait un passage éclair au VFR Allen pendant 15 jours avant de signer à Locminé dans le Morbihan avec qui il est titulaire en N2 à maintenant 29 ans. Aaron Leia Iseka voulait lui marcher sur les pas de son frère Michy Batshuayi qui venait tout juste d'être transféré à Chelsea. Prêté par Anderlecht avec une option d'achat conditionnée à un certain nombre de matchs, il quitte l'OM en fin de saison après seulement 9 matchs joués et aucun but marqué. Un passage anecdotique en dehors d'une anecdote totalement lunaire, il a été exclu du groupe pour le match à Montpellier où il devait être titulaire en l'absence de Gomis parce qu'il s'était rendu à l'aéroport alors que le groupe devait voyager en bus. Garcia a été intransigeant et a décidé de ne pas l'attendre puis de le mettre à disposition de la réserve. En dehors de ça, pas grand chose à dire sur son passage à l'OM. Après son départ, il y a eu un prêt intéressant à Zulte Waregem avec 9 buts au compteur, 2 saisons à Toulouse avec 8 buts, puis des passages à Metz, Barnsley, Adanaspor, Tuzlaspor ou encore l'Apoel Adera. Son passage à l'Ofikret a été plus intéressant avec 5 buts en 16 matchs et cet été, il a fait le choix de signer au CSKA Sofia en Bulgarie. Pour le moment, il a joué 14 matchs et il vient d'ailleurs de marquer son premier but dans un match de coupe ce dimanche. Grégory Sertic fait lui aussi partie des plus gros flops de l'histoire de l'OM, il fait partie des premières recrues de l'ère McCourt aux côtés d'Evra, Sanson et Payet, mais son passage a été très décevant et finalement très anecdotique avec seulement 25 matchs en 3 ans et demi. Il a été prêté à Zurich pour tenter de se relancer mais sans succès, il prend sa retraite à la fin de son contrat en 2020 en restant l'un des grands échecs sportifs et financiers de l'ère McCourt. Depuis il est devenu consultant pour Canal+, et créateur de l'application Plaise aux côtés de Matuidi, Sissoko et Gibbs pour proposer des entraînements de football axés sur le développement physique et émotionnel, mais dans le même temps il s'est découvert une passion pour le paddle comme d'autres joueurs, notamment Ben Arfa qui s'y investit à 100%. Chez les jeunes, Cédric Doulivo était formé au club mais n'a pas eu sa chance en dehors d'une apparition sur le banc face au Shakhtar
en Coupe de l'UEFA et de prêt à Cassis et à Ajaccio pour s'aguerrir. Il a ensuite passé 3 saisons à Waasland Beveren en première division belge avec 70 matchs au compteur. Il a aussi joué quelques matchs pour Zulte Waregem et Louvain avant de tenter l'expérience islandaise en passant 3 saisons à Hafnarfjordur. Il a ensuite fait son retour en France à l'US Andoum en entamant une reconversion dans l'immobilier en parallèle et plus récemment il a signé à l'UGA Ardziv qui évolue en N3. Pour l'instant il a joué 7 matchs en étant titulaire à chaque fois. Vous avez aussi été nombreux à me proposer le nom de Chris Waddle et c'est totalement légitime puisque c'est une véritable légende de notre club, un joueur qui a fait rêver toute une génération grâce à ses dribbles, sa technique, les buts qu'il a marqués et notamment celui contre Milan en 91. Alors il faudrait une vidéo dédiée pour raconter à quel point son passage a été marquant et c'est d'ailleurs une idée que j'ai en tête depuis un petit moment pour lui et pour d'autres joueurs. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Après son départ en 92, il a passé 4 saisons à Sheffield Wednesday avant de faire de courtes piges à Falkirk en Écosse, Bradford, Sunderland, Burnley, Torquay, Worksop Town et le FC Hallam pour finir en semi-pro. En octobre 2023, Alan Biggs de Talksport lançait une rumeur totalement folle en expliquant que Magic Chris allait rechausser les crampons en 9ème division anglaise. L'idée c'était d'aider le FC Hallam qui faisait face à une hécatombe de blessures. À 63 ans ça paraissait totalement fou et je crois que ça ne s'est pas fait au final, mais faut pas oublier qu'il jouait encore en 2013 en semi-pro à 53 ans. Depuis sa fin de carrière, il a travaillé pour ESPN, il a fait aussi d'autres apparitions à la télé et on l'entend souvent donner son ressenti sur ce qu'il se passe à l'OM, un club qu'il n'oubliera jamais et des supporters qui n'oublieront jamais non plus. On termine cet épisode avec Rolando qui avait connu des débuts peu convaincants à son arrivée avant d'être totalement relancé à l'arrivée de Rudy Garcia et de laisser de très bons souvenirs à la fin par ses performances globales et bien sûr son but qui nous qualifie en finale de Ligue Europa. Il a quitté le club à l'été 2019 avant de rejoindre Braga quelques mois plus tard où il a eu l'occasion de jouer 16 matchs sans réussir à s'imposer pour autant. Il a finalement pris sa retraite en 2022 et sa reconversion est toute trouvée. Ojogo expliquait qu'il était devenu entraîneur adjoint des U17 de Porto aux côtés de Miguel Lopez cet été. Il va tenter d'apporter son expérience aux jeunes du club et c'est vraiment une belle reconversion qui peut lui permettre de gravir les échelons avec sans doute comme objectif à terme de devenir entraîneur principal. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant les notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM et des prochains épisodes de Que sont-ils devenus. D'ailleurs, vous pourrez trouver les 2 derniers épisodes sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants si vous ne les avez pas encore vus. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Rolando dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.